Bonjour à tous. Donc on avance dans nos capsules vidéo. Et cette fois, donc on va parler des modèles probabilistes et de ce qu'on va appeler les problèmes d'inférence. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle avec un paramètre et on va se demander quelle pourrait être une valeur possible pour le paramètre qu'on n'observe pas. Voilà. Donc ça va être l'objet de notre série de capsules qui va commencer maintenant. Donc, je vais juste basculer euh, sur les slides. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu de cette histoire de modèle probabiliste. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé. C'était quand je présentais toutes les différentes familles de lois. Donc on avait vu donc la loi de Bernoulli, qui est la loi la plus simple euh, qui peut s'être introduite. Ensuite on avait défini la loi binomiale, on avait vu la loi de Poisson, la loi exponentielle, la loi gaussienne, puis toutes les lois dérivées autour de cette loi gaussienne. Euh, et toutes ces lois, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont paramétriques. Donc elles ont un paramètre, ou éventuellement multivarié, donc éventuellement deux ou trois paramètres. Euh, donc la loi de Poisson, par exemple, avait un paramètre. La loi normale avait deux paramètres. Euh, si jamais on suppose qu'un échantillon a été tiré sur une variable aléatoire qui a une certaine distribution paramétrique, on se demande quelles sont les valeurs de ce paramètre. Par exemple, si je dis la taille des filles suit une loi normale, c'est bien, mais ce serait bien de pouvoir spécifier quelle loi normale. D'accord. Donc il va falloir spécifier le paramètre de moyenne et le paramètre de dispersion. Voilà. Donc c'est ces histoires de modèles paramétriques. Donc on va avoir un paramètre qu'il va falloir estimer. Donc on a cette problématique d'estimation. Donc on va parler d'inférence statistique quand on essaiera de trouver des valeurs plausibles pour les paramètres, des valeurs acceptables pour les paramètres. Ok, donc un peu de terminologie pour commencer. Donc je vous rappelle, tout ce qui va être en bleu correspond à des définitions, donc c'est des choses qui ne s'inventent pas. En particulier, la première définition, c'est une définition un tout petit peu tautologique et un petit peu étrange. C'est la définition de ce qu'on appelle une statistique. Donc une statistique, c'est juste quelque chose qui est fonction des observations. Voilà. Donc c'est une définition qui paraît un petit peu stupide parce qu'elle dit rien en fait. Mais elle dit quand même quelque chose d'important. Elle dit que normalement, ça ne dépend pas du paramètre sous-jacent. Donc, je n'ai pas encore défini ce qu'était un paramètre. Encore une fois, le problème d'un cours de stats, c'est que j'utilise des termes que je définirai plus tard. Il y a des choses qui sont un petit peu tautologiques dans la manière dont je les présente, mais je pense que c'est la manière la plus simple pour faire. Donc, on va admettre cette définition qui est un petit peu étrange. Donc, c'est juste de dire qu'on a une fonction des paramètres. Okay, et ça peut être à peu près n'importe quoi comme type de fonction. Donc, par exemple, je vous en présente plusieurs. Alors forcément, j'ai fait une typo ici. Donc par exemple, ici, je voulais, je pense, inscrire, je vais me l'écrire parce que comme ça, ce sera plus simple. On pourrait mettre Y5. Par exemple, je dis, je prends la valeur de la cinquième observation. Voilà. Donc c'est une statistique formellement, dans le sens où ça dépend effectivement de l'échantillon de données qu'on a récolté. Donc si je m'intéresse à la taille des élèves, je prends la cinquième personne que j'ai dans mes données. Voilà. Alors, on voit qu'indexer en fonction d'un indice particulier, c'est un petit peu étonnant parce qu'on ne sait pas comment les données ont été triées. Mais bon, en tout cas, c'est formellement quelque chose qui rentre dans cette définition. Donc, ça dépend effectivement uniquement de mon échantillon. Une statistique qui nous intéressera pas mal par la suite, bah, c'est celle-là qu'on a déjà pas mal vue. C'est tout simplement la moyenne. Donc, la somme des YI, la somme de mes observations, de mes N observations, que je divise par N. Donc, c'est la moyenne. Donc, elle a un nom particulier, cette statistique. Mais là encore, c'est une statistique au sens de ma définition que je viens de vous donner. Et je vous en donne une dernière ici, qu'on avait peut-être un petit peu vu quand on parlait de dispersion, où vous avez dit bah, la mesure standard pour mesurer une dispersion, c'est l'écart type ou la variance, mais on peut introduire d'autres choses basées sur des quantiles ou basées sur des statistiques d'ordre. Et en particulier, on peut regarder l'étendue de notre échantillon, donc c'est-à-dire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Voilà. Donc là encore, ça dépend uniquement de mes observations. Donc vous prenez toutes vos données, vous prenez la plus petite, vous prenez la plus grande, vous regardez la différence entre les deux et vous avez votre étendue qui est cette statistique-là. Voilà, donc des statistiques, c'est quelque chose d'assez général. La seule chose qu'on demande, c'est que ça ne dépende que de mes données. Ok, donc ça, c'est la première définition, cette notion de statistique. La deuxième, c'est la notion de paramètre dont on aura besoin. Euh, donc un paramètre, c'est une grandeur, je dis un nombre, qui va décrire la distribution. Donc, par exemple, une fois que je vous ai dit qu'on a une loi de Poisson, la loi de Poisson, elle est complètement caractérisée par le paramètre lambda. Donc, je vous renvoie au cours sur la loi de Poisson, mais la distribution, strictement parlé, donc elle est définie par plusieurs grandeurs, on a vu, soit la fonction de répartition, soit la fonction de masse.
Okay, donc ça décrit complètement l'ensemble de toutes les valeurs possibles que pourrait prendre Y. Okay. Donc Y, quand on a notre poisson, ça peut prendre toutes les valeurs entières. Donc encore une fois, notre poisson, c'est un comptage. Donc si jamais je vous donne toutes les probabilités possibles de prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini, vous avez complètement caractérisé la distribution. Caractérisé dans le sens où il n'y en a qu'une qui est comme ça. Voilà. Donc caractériser complètement une distribution qui est définie sur un nombre infini de valeurs, ça peut être un petit peu compliqué. L'avantage des lois paramétriques, c'est que tout d'un coup, j'ai juste à donner un paramètre. Je vous dis, c'est une note poisson de paramètre 5. À partir du moment où je vous dis que c'est une note poisson de paramètre 5, je vous donne complètement la distribution que je devrais avoir pour mes variables aléatoires. Okay, donc, c'est ce que j'entends par décrire la distribution. Ça veut dire qu'une fois que vous avez donné ce paramètre, vous avez complètement l'allure de la distribution. D'accord. Donc, soit en termes de fonction de répartition, soit en termes de fonction de masse ou de densité, si jamais on est sur des variables continues. Okay, donc, c'est vraiment un résumé de l'information sur la distribution. La seule chose, c'est que je vous avais dit, quand vous avez une distribution générale, donner la moyenne ne suffit pas. La moyenne est une information particulière qui vous dit à peu près où vous êtes situé. Il s'avère que si en plus je vous donne la famille, dans ces cas-là, vous avez complètement caractérisé la distribution. Okay, donc le paramètre, ça va être la grandeur qui existe. Okay, là, par exemple, si jamais je m'intéresse à un lancer de pièces, et je regarde la probabilité de tomber sur pile, okay, dans ces cas-là, j'ai une variable de Bernoulli. Dans le cas d'une Bernoulli, il s'avère que la distribution est complètement caractérisée par une probabilité, c'est la probabilité de tomber sur pile. Puis une fois que vous avez la probabilité de tomber sur pile, de par la loi des probabilités, la somme doit être égale à 1. Donc en fait, vous avez forcément la loi de tomber sur face. D'accord. Donc c'est complètement caractérisé par la probabilité. D'accord. C'est ce que je raconte dans la petite phrase qui est en dessous. La probabilité P de valeur 1, donc en l'occurrence de tomber sur pile, caractérise complètement la distribution. Le paramètre est inconnu. À partir du moment où je commence à lancer une pièce, le paramètre P est inconnu. Mais il existe. D'accord. Il existe, peut-être qu'il vaut 0,51, peut-être que la pièce est légèrement truquée vers les piles. Okay, donc elle vaut 0,51, mais je ne la connais pas. Je ne la connais pas, et ce que j'espère, c'est qu'en ayant des données, et c'est un petit peu l'idée, un raisonnement scientifique de base, qui est plus je vais faire d'expérience, plus je pourrai inférer et avoir des informations sur ce que pourrait être le paramètre sous-jacent. Okay, donc on voit apparaître les théorèmes dont on parlait auparavant. Plus je vais avoir de données, peut-être plus je pourrais approcher la vraie valeur. Voilà. Donc on a ce paramètre P, donc paramètre, qui est fixe et qui est inconnu. Donc, inconnu, c'est parce que c'est le principe de base de la statistique qui est qu'on ne connaît pas les paramètres des lois et que les données vont nous permettre de dire des choses sur ces grandeurs-là. Donc à partir de ces deux définitions de statistique et de paramètres, on va définir ce qu'on appelle un modèle paramétrique. Donc un modèle paramétrique signifie tout simplement que on peut disposer d'un ensemble de variables aléatoires. Donc, c'est vraiment l'idée de base d'avoir un échantillon que je suppose comme étant des réalisations de variables aléatoires. Voilà. Et je suppose que la famille sous-jacente est paramétrique. Donc, dans la densité, sera paramétrée par un paramètre. Donc, soit un paramètre réel, dans le sens un paramètre univarié, soit un paramètre multivarié. Donc, on fera autant que possible d'univarié parce que on va faire les choses simples dans ce cours. Mais il s'avère que la loi la plus usuelle, c'est la loi normale qui est par nature bivariée. Donc, on trichera des fois un petit peu, on supposera qu'un des paramètres est connu pour avoir l'autre. Et voilà, fondamentalement, la loi normale est une loi à deux paramètres, essentiellement parce que ça nous donne beaucoup plus de souplesse pour caractériser toute la distribution. Plus vous avez de paramètres, plus vous pouvez avoir des distributions qui collent au mieux avec vos données. Okay, sinon, vous êtes très contraint. Donc, je reviens sur ma définition. Donc, ce qu'on appelle un modèle paramétrique, c'est la chose suivante, c'est qu'on a un échantillon, X1, Xn, qui vont être des réalisations de variables aléatoires indépendantes. Donc, on garde toujours cette hypothèse d'indépendance dans ce cours. On suppose qu'ils ont tous la même loi Fθ, qui appartient à une certaine famille F, qui est une famille de lois données. La famille de lois est désolé, j'ai fait une faute de frappe qui tout d'un coup rend la chose un peu incompréhensible. La famille de lois, elle est donnée sans S. Donc, c'est la famille est donnée, pour faire simple. Okay, donc, je vous dis, et on reviendra sur cette hypothèse un peu plus tard, on va se dire qu'on est sur des observations qui suivent le normal. On se dit qu'on a des observations qui suivent notre poisson. Okay, donc, il y a une petite part où je triche pour le moment, où je vous dis qu'on suppose qu'on connaît cette famille-là. D'accord. On va l'admettre.
Et ensuite, on reviendra sur les questionnements associés, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour la choisir, comment est-ce que je fais donc pour faire une hypothèse sur cette famille de lois, et comment est-ce que je fais pour la valider. Qu'est-ce qui me dit que la durée d'attente entre deux bus, ça suit effectivement une loi exponentielle. Okay. Comment est-ce que pourquoi je sors cette hypothèse? Est-ce qu'elle est valide ou pas? Donc ça, on le verra plus tard, c'est des problèmes d'ajustement de famille. Okay. Pour le moment, on suppose que la famille est donnée. La seule chose qu'on se demande, c'est, OK, j'ai une famille à l'intérieur, une loi exponentielle de paramètres θ. C'est quoi le paramètre θ? Et le paramètre θ ici, ben, il est inconnu. Voilà. Donc c'est la définition de ce modèle paramétrique et que je sors depuis le début du cours, c'est-à-dire qu'on a des observations, des données qu'on suppose comme étant des réalisations de variables aléatoires. Et j'ai besoin de cette hypothèse pour pouvoir quantifier l'incertitude associée à mes estimations. Okay, sinon, on se contente de faire du descriptif. À partir du moment où je veux aller un peu plus loin que du descriptif, j'ai besoin de faire des hypothèses. Donc, on va supposer qu'on a ces variables aléatoires indépendantes. Donc, ça va être une hypothèse relativement forte qu'on va maintenir tout au long du cours. C'est-à-dire essentiellement que si jamais x1 est grand, ça ne me dit absolument rien sur x2. Donc, je vous renvoie à la discussion qu'il y avait dans la capsule précédente sur la génération du hasard, où je reviens sur cette hypothèse relativement forte d'un générateur de nombres aléatoires qui doit générer des choses indépendantes. Okay. Et on suppose qu'on a la même loi qui est dans une famille qu'on connaît, mais on ne connaît pas son paramètre. Voilà. Et on va essayer de trouver une statistique qui sera en fait un estimateur. Ça va être ça l'histoire qu'on va raconter dans cette série de petites vidéos. Donc, je vous mets un petit exemple de modèle paramétrique. Je vous en mets trois. Le modèle de Bernoulli, c'est-à-dire que je suppose que mes variables, alors je suis désolé, je mélange souvent les x et les y. La variable sous-jacente suit une loi de Bernoulli. Ici, mon paramètre θ, naturellement, ça va être le paramètre P, qui va être la probabilité de tomber sur 1. Okay, cette probabilité appartient à 0,1. Alors, j'avais ouvert en 0 et en 1, parce que généralement, si jamais on observe que des piles, par exemple, c'est relativement dur de dire des choses pertinentes sur la probabilité sous-jacente, mais on reviendra sur cet exemple plus tard. Ensuite, j'ai ma loi de Poisson. Donc, ma loi de Poisson, c'est celle qui est de paramètre lambda. Donc, θ est égal à mon paramètre lambda, qui est en fait la moyenne de mon paramètre de loi de Poisson, enfin de ma distribution. Et je vous évoque aussi la loi normale, mu sigma carré, donc on avait vu, qui est cette loi gaussienne. Et là, cette fois-ci, on a deux paramètres, le paramètre de moyenne et le paramètre de variance. OK. Alors, une petite parenthèse sur un petit terme technique, mais qui va être important. C'est déjà de noter que le paramètre θ n'est pas forcément unique. Okay, donc, quand je vous dis, je prends la loi de Poisson, le paramètre lambda, pourquoi lambda? Okay, pourquoi est-ce que je prends ce paramètre-là? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas autre chose? Et effectivement, il y a beaucoup de cas, en fait, où on peut prendre autre chose. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est un peu dommage. Dans le cours, il n'y a pas spécifié qu'il fallait faire une introduction à la statistique bayésienne, mais la statistique bayésienne est une autre manière de faire de la statistique, assez différente, qui est basée sur la formule de Bayes. Donc, ce serait possible d'en parler un petit peu, parce qu'on a déjà posé les bases, en tout cas, pour pouvoir en faire, qui consiste à dire, en fait, pour faire simple, que le paramètre θ est aléatoire et que je vais essayer de trouver la loi conditionnelle de θ conditionnellement aux données. Et il s'avère que quand on fait la statistique bayésienne, on paramétrise parfois les grandeurs de manière un petit peu différente. Mais voilà. Alors c'est très appliqué dans certains domaines, en particulier en hydrologie, en sciences du climat, on va avoir beaucoup de modèles bayésiens qui sont assez naturels pour quantifier l'incertitude. Mais voilà, ce n'est pas l'objet du cours, donc on va admettre ici qu'on pourrait paramétrer les modèles de manière un peu différente. Donc je vais juste vous montrer des petits exemples qui existent dans la littérature, même si c'est juste pour illustrer, c'est pas forcément, on le réutilisera pas forcément par la suite. Quand je vous disais qu'on avait une loi de Bernoulli, alors j'en ai parlé un tout petit peu pour la loi de Bernoulli, quand j'ai parlé d'une grandeur qui s'appelait la cote. La cote, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a dans les paris. Quand on va si vous allez sur un stade hippique où il y a des courses de chevaux, généralement, on ne vous dit pas les probas de gagner, on vous donne la cote d'un cheval ou d'un jockey. La cote, c'est quoi? C'est la probabilité de gagner sur la probabilité de ne pas gagner. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que la probabilité de gagner. Okay, donc, au lieu de donner la probabilité P, dans ces cas-là, on va donner ce ratio qui est la probabilité P sur le complémentaire 1 moins P. Donc, ça, c'est une autre manière en fait, de caractériser la distribution. Effectivement, au lieu de parler de probabilité, je peux parler de cote. Et ça nous donne un modèle qui est équivalent. Okay, je ne vais pas revenir sur les maths sous-jacentes, mais voilà, c'est rigoureusement équivalent de travailler sur ce modèle en cote ou ce modèle en probabilité. Il s'avère que pour des raisons historiques, on préférera travailler sur la probabilité. Et voilà, on pourrait parfaitement travailler sur la cote. Un autre cas, par exemple, c'est la loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson, elle est le paramètre lambda qui appartient à R+, okay, donc c'est un paramètre positif. Okay, une loi de Poisson, encore une fois, c'est un comptage. Lambda, c'est son espérance. C'est combien est-ce qu'on s'attend en moyenne
à observer ces comptages, on peut prendre le logarithme de cette grandeur-là. Dans ces cas-là, on est non plus sur R+, mais on est défini sur R. Alors, juste là encore, je continue ma parenthèse. À quoi ça sert? Ça peut servir, par exemple, quand on fait de l'optimisation. C'est qu'on va voir que d'ailleurs, on va chercher le meilleur paramètre. Donc, on va optimiser. Et le problème de l'optimisation, c'est que c'est relativement compliqué quand on est sur les ensembles qui sont bornés. Donc, quand on a des contraintes sur les valeurs possibles, par exemple, la probabilité qui doit appartenir à 0,1, si jamais on a des contraintes, des fois, on peut avoir des soucis, c'est que des fois, les algorithmes ont envie de sortir de notre intervalle. Et ça peut poser en tout cas des soucis numériques. Donc des fois, ça peut être intéressant d'avoir des paramètres qui sont définis sur R, parce que dans ces cas-là, les algorithmes numériques marchent beaucoup mieux. Voilà. Donc je ferme un tout petit peu ma parenthèse, mais voilà, retenez juste que la famille n'est pas unique et je pourrais parfaitement définir la même famille avec une autre paramétrisation. Il y a un exemple que je n'ai jamais évoqué, voilà, pour ceux qui utiliseront cette loi un jour, la loi gamma. La loi gamma est une loi qui est assez utilisée, par exemple, pour modéliser des durées entre événements. Il s'avère que la loi gamma, il y a en fait deux paramétrisations qui sont souvent utilisées et qui sont encore une fois rigoureusement équivalentes. C'est juste qu'il faut en choisir une et travailler avec cette paramétrisation-là. Okay. Donc retenez juste que la paramétrisation que moi j'utilise dans mes slides, elle est proche de celle que vous aurez dans tous les autres livres, mais elle n'est pas unique. Okay. Donc une fois qu'on a compris ce problème-là, on va avoir un petit souci. C'est ce qu'on appelle le problème de l'identifiabilité. Alors, l'identifiabilité, c'est un sujet relativement important en modélisation. Pour faire très très simple, ce qu'on demande, c'est que si jamais j'ai des paramètres qui sont différents, les lois sont différentes. Ou dit de manière inverse, et c'est sûrement l'inverse qui sera le plus intéressant, si jamais j'ai deux distributions identiques, dans ces cas-là, ils doivent avoir les mêmes paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, juste pour ceux qui ont déjà fait un tout petit peu d'optimisation et de méthode numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va converger. Ça veut dire que notre algorithme ne va pas hésiter entre deux valeurs, tout simplement parce que le même modèle pourrait avoir deux paramétrisations différentes. Et dans ces cas-là, si jamais on a un algorithme numérique qui doit converger vers la valeur, il ne faut pas qu'il ait le choix entre deux. Ou une infinité. Je dis deux, mais des fois, ça peut être beaucoup plus. Okay. Donc, ce qu'on dit, c'est que si jamais j'ai un modèle, j'ai forcément un paramètre. Si jamais j'ai un paramètre, j'ai forcément un modèle associé. Voilà. Donc, il y a une correspondance entre les deux qui va être importante. Je ne peux pas avoir deux paramétrisations différentes de la même famille. Okay. Ça paraît un petit peu subtil, mais c'est quelque chose de très important en termes de modélisation, l'identifiabilité des modèles, mais ça dépasse largement, pas forcément largement, ça dépasse le cadre du cours en tout cas, donc j'en parlerai pas beaucoup, mais voilà, on a besoin d'avoir ces modèles qui soient identifiables, c'est-à-dire en gros que pour une distribution donnée, j'ai un paramètre associé. Je vous montre par exemple que le modèle gaussien est identifiable. C'est-à-dire que si jamais vous me donnez une courbe normale, il y a un seul jeu de paramètres qui correspond à cette courbe de loi normale. Okay. Pour faire simple, le paramètre où vous allez obtenir le maximum de votre courbe, ça va être votre paramètre de moyenne. Et une fois que vous avez votre moyenne, vous récupérez votre dispersion sigma. La preuve mathématique, elle est un tout petit peu technique, mais je peux la donner pour ceux qui ont envie de suivre. Encore une fois, si jamais vous trouvez que ça va trop loin, passez cette fin de capsule et allez directement sur la suivante. Je suis en train de vous dire que si jamais j'ai deux distributions normales qui sont identiques, donc c'est cette hypothèse-là, donc avec un jeu de paramètres θ1 et un jeu de paramètres θ2, dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que forcément mu1 est égal à mu2 et sigma 1 est égal à sigma 2. Okay, et ça, c'est relativement simple, puisqu'en fait, on écrit nos deux lois normales qui doivent être égales pour tout x. Okay, encore une fois, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour toutes les valeurs de x, je dois avoir la même densité. Okay. Donc, si jamais j'ai les deux grandeurs qui sont égales, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que j'ai enlevé que j'ai pris le logarithme des deux côtés, donc je me suis débarrassé de mon exponentiel, je récupère des équations de ce type-là. Et en fait, ça correspond à des équations de parabole. Donc, on arrive à cette équation qui nous dit que pour tout x, on doit avoir cette équation qui est vérifiée. Et il s'avère qu'une parabole, elle est plate. Okay, donc, une belle parabole, je vous rappelle, c'est une courbe comme ça qui descend puis qui va remonter, avec un axe de symétrie, une parabole. Une parabole, elle est plate, elle est rigoureusement égale à 0 quand le paramètre, donc une parabole ax2 plus bx plus c est rigoureusement nul quand les trois coefficients a, b et c sont nuls. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coefficient doit être égal à 0, celui-là doit être égal à 0, celui-là doit être égal à 0. Le premier, il est égal à 0 quand ce coefficient est égal à celui-là, donc quand sigma 1 est égal à sigma 2, donc il faut forcément qu'ils aient les mêmes variances. Et une fois qu'ils ont les mêmes variances, ce coefficient-là vaut 0 quand les deux coefficients mu1 et mu2 sont égaux. Et donc voilà, on a prouvé que ma loi normale, elle est identifiable dans le sens où si jamais je vous donne une distribution, il y a un seul jeu de paramètres qui correspond à cette distribution.
J'en parle parce qu'il y a des cas où c'est plus compliqué. Par exemple, j'avais parlé un tout petit peu de mélange. Les mélanges, c'est quand on a deux distributions sous-jacentes. Okay, par exemple, supposons qu'on attende des bus, qu'on mesure des durées de passage de bus, puis il y a deux compagnies. Il y en a une qui passe plus ou moins vite que l'autre. Okay, donc j'ai une loi exponentielle de paramètres lambda 1, une loi exponentielle de paramètres lambda 2, puis j'ai une certaine proportion d'être dans la compagnie 1, compagnie 2. Donc formellement, ça correspond très exactement à une distribution de ce type-là. J'avais fait une petite capsule pour expliquer ces histoires de mélange. Okay, donc j'ai un alpha fois la première densité plus 1 moins alpha fois la deuxième densité. Il s'avère que ce modèle n'est pas identifiable. Il n'est pas identifiable tout simplement parce que on a cette petite propriété, c'est que si jamais je permute mon alpha en 1 moins alpha, en fait, je ne sais pas quelle est la compagnie. En fait. Je ne sais pas quelle est, le alpha, à quelle probabilité est-ce que ça correspond. Est-ce que c'est la probabilité des deux types 1 ou la probabilité des deux types 2? En fait, je peux construire exactement les mêmes modèles avec deux jeux de paramètres totalement différents. Enfin, totalement. Ils sont différents, mais c'est juste que je les ai intervertis. En fait. Ce que j'ai dit, c'est que mon alpha devient du 1 moins alpha, mon lambda 2 prend la place du lambda 1 et le lambda 1 prend la place du lambda 2. Donc c'est juste que j'intervertis tout. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on parle d'identifiabilité, c'est que si jamais vous me donnez des données de passage de bus, je pourrais vous dire, effectivement, j'observe deux distributions sous-jacentes, mais je ne serais pas capable de vous dire lequel appartient à à quelle compagnie est-ce que chacun correspond. D'accord. Donc, je suppose qu'il existe deux compagnies différentes que je n'observe pas. Et donc, je vais pouvoir récupérer ces deux distributions exponentielles, mais je ne sais pas laquelle correspond à qui. Voilà. Donc, je ne peux pas identifier la compagnie à partir des données. Voilà. Donc, on parle de modèles non identifiables. OK. On va faire une petite pause et puis on reprend juste après.